Merci beaucoup, Nick, pour cette présentation. Je vous invite à poser vos questions, nous faire part de vos remarques sur ces 3 présentations. Bien, on va récupérer des micros et on va vous les passer. Yeah. Amélie, il y a une question juste là. Monsieur. Merci à vos exposés. Je remercierai particulièrement Monsieur Mathias Chaussat, qui nous a fait un condensé de la vraie réalité de la Nouvelle-Calédonie, et je le remercie. Je vais le citer. L'erreur des non-indépendantistes est de penser qu'après 3 échecs au référendum, tout pourrait continuer comme avant. Et ils sont dans ce concept et ils se trompent. Mathias a raison. Je prends l'exemple de Madame Backès, qui continue à nous dire que les 30 000 personnes qui ne peuvent pas voter pourront voter en 2022. Elle ment. Il faut passer par la Constitution française et jamais la Constitution française n'acceptera ça. Elle ment à son peuple et elle ment à son parti. Donc, moi, ce que je proposerais, Mathias n'en a pas parlé parce qu'il ne peut pas parler de tout, il a parlé du oui, et il a raison qu'il faut que les partenaires politiques ouvrent un débat dès maintenant et n'attendent pas le dernier moment. Chose que font actuellement les partis loyalistes, qui jouent la montre, alors que les partis indépendantistes sont unis, et eux, ils veulent toujours la souveraineté de leur pays. Et j'en félicite parce qu'ils n'ont jamais changé depuis 30 ans. Moi, je proposerais, dans la question du 2e référendum, un État fédéré. Vous avez les États de Micronésie. Je ne sais pas si les gens connaissent. C'est Guam, c'est Saipan, c'est Guadalcanal. C'est à 5 heures d'avion de Nouméa, à mi-distance entre le Japon et la Nouvelle-Calédonie. Ils ont un État fédéré depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça se passe très très bien. Donc ils ont le drapeau américain, le dollar américain, et ils gèrent leur pays. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers cette solution pour éviter les affrontements qu'on a depuis 50 ans en Nouvelle-Calédonie? C'est la question que je te pose, Mathias. Bon, c'est pas forcément, je veux dire, à moi de répondre à cette question. On en a déjà parlé. L'idée du fédéralisme, pour moi, c'est le pâté d'alouette. C'est-à-dire qu'une alouette a un cochon, une alouette a un cochon. Donc vous avez un pays de 65 millions d'habitants, de l'autre vous avez un pays insulaire, isolé de même pas 300 000 habitants. Posez-vous simplement la question, c'est ça qui est difficile, quelles seraient les institutions fédérales? Est-ce que le Parlement français deviendrait le Parlement fédéral, ou est-ce qu'il y aurait un Parlement fédéral entre la Nouvelle-Calédonie et la France? Qui serait le président? Qui aurait la maîtrise de la politique étrangère, qui est quand même revendiquée comme une compétence importante pour l'île dans la région? On voit bien que cette solution fait partie de solutions qui, à mon avis, sont techniquement compliquées et qui sont inadaptées à la situation insulaire. En fait, il faut regarder notre région, il faut regarder les indépendances du Pacifique. Les indépendances du Pacifique, dans les petits États insulaires, elles se font d'une façon générale sous la forme d'États associés ou par la signature de partenariats. Et je crois qu'il faut regarder par là. D'ailleurs, l'accord de Nouméa n'est pas un accord au sens strict français. On voit bien que les influences pacifiques ont été très importantes dans l'écriture de l'accord de Nouméa. Donc je crois qu'il faut rester sur un modèle qui est plus simple, celui que je vous ai présenté, qui est la signature d'un partenariat, comme l'ont fait toutes les îles anglophones. Je vous rappelle quand même que c'est une sorte d'anachronisme que les 3 territoires français soient un peu les seuls dans le Pacifique à ne pas être décolonisés, parce que pour le reste, on parle vraiment de micro-territoires, Tokelau, Pitcairn.
absolument des micro-territoires. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ont largement la taille, la surface, les ressources d'être décolonisés. Des pays bien plus petits qu'eux ont signé des accords de partenariat et ont fait l'objet de décolonisation lente, évolutive et douce, comme savent faire les anglo-saxons. Et donc, c'est ce processus-là auquel faisait référence l'accord de Nouméa. Et on essaye de nous envoyer dans le mur en revenant sur un processus traumatisant, style Algérie française, ou pour revivre le processus d'indépendance des Nouvelles Hébrides. Donc, il ne faut pas chercher trop compliqué. Pour moi, le système de partenariat est de loin le plus clair, d'autant qu'il a été déjà proposé officiellement par le PALICA et qui serait accepté par l'Union calédonienne si l'État voulait bien faire des propositions, à mon sens. Oui, merci. Je voudrais réagir sur les trois exposés. A priori, j'avais pas mal de choses à dire sur la premier exposé, mais au final, les trois exposés se complètent bien. Je crois que le prisme de la souveraineté et de l'autodétermination, il doit être étudié au travers des résolutions de l'ONU, puisque c'est l'ONU qui a porté ces concepts-là. Et c'est ce que j'ai regretté dans le premier exposé, puisque l'ONU affirme clairement la responsabilité de la puissance de tutelle. C'est dans ce que dit l'ONU dès le départ, la charte de l'ONU. Et au final, on constate que la France, de ce point de vue-là, s'est dédouanée. La politique française, depuis toujours, a toujours été d'éviter l'ONU. Depuis Brazzaville, depuis Général de Gaulle, la démarche, c'est toujours celle-là, de dire on est assez grand, la France est une puissance mondiale qui est assez grande pour régler elle-même les problèmes qu'elle rencontre au niveau interne. Et la question de la Nouvelle-Calédonie est considérée comme une question interne, qu'on l'a vu avec Ouvéa. La France n'a pas été capable de négocier. La logique a été que les Kanaks ont été obligés d'aller jusqu'au bout, sont allés jusqu'au bout de la démarche, parce que la France n'a pas rempli sa mission. Donc je voulais faire je pense que les trois interventions se complètent assez bien. Et je voudrais finir sur un point, c'est que la France, finalement, elle est prisonnière de la position des loyalistes. Les loyalistes sont incapables d'évoluer au regard de l'évolution du pays. Et tous les présidents français sont toujours restés prisonniers de la position des loyalistes. Et donc, et c'est vrai que ça correspond à des intérêts stratégiques majeurs, c'est ce que vous avez développé aussi, M. Macmillan. Donc, c'est une stratégie, mais tant que la France, et je crois que le professeur Chauchat termine là-dessus, si Macron ne bouge pas sa position, je ne sais pas si Marine Le Pen va le faire, mais voilà, c'est une vraie question. Et donc, on s'interroge aujourd'hui, il est temps de s'interroger pour revenir à des considérations de décolonisation plus générales portées par l'ONU. Est-ce que l'ONU, le rôle de l'ONU dans cette discussion, il ne faut pas le réaffirmer. L'ONU est arrivée en Nouvelle-Calédonie qu'en 2011, avec deux interventions, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits autochtones et le comité de décolonisation. En 2011. Depuis tout le temps qu'on demande à l'ONU, elle n'est arrivée qu'en 2011 et comme observateur. Et donc ça, c'est un vrai problème. Tant qu'on restera dans cette logique-là, on n'y arrivera pas. Donc je plaide, moi, pour qu'on ouvre la discussion plus large. Et peut-être que les pays qu'au niveau international, qu'on nous aide, parce que les décolonisations ont évolué, dans le Pacifique, on fait évoluer le concept onusien de l'autodétermination. Ce sont les expériences des micro-États du Pacifique qui ont fait que l'ONU a évolué dans son approche
de ce concept-là. Donc je pense qu'on a à s'inspirer effectivement de ce qui se passe dans les pays de la région et on a tout intérêt. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Donc merci encore une fois pour les 3 exposés qui se complètent assez bien. Je peux répondre brièvement à cette intervention. Il y a aussi d'autres organismes, le groupe Fer de Lance, le groupe des leaders polynésiens. Et quelquefois, les pays insulaires utilisent ces autres structures quand le dossier est bloqué dans le forum, à cause soit de l'Australie, soit de la Nouvelle-Zélande, soit de la France. Et donc, nous verrons une diplomatie fluide, en flux, dans la région. Par exemple, la France est un allié des pays insulaires sur le dossier de changement climatique contre l'Australie et l'administration de Donald Trump. Mais sur le dossier nucléaire, la France continue à magouiller sur ce dossier. Mais beaucoup de pays insulaires ont signé le traité pour l'interdiction des armes nucléaires. La Nouvelle-Zélande, Fidji, Samoa, Vanuatu, l'Indonésie, Thaïlande, Malaisie, beaucoup de pays dans notre région ont décidé que c'est nécessaire, pas seulement de créer des armements, mais l'interdiction totale des armes nucléaires. Et donc, pour la Calédonie, au sein du Forum, pour la Polynésie, M. Fritsch, au sein du Forum, est-ce qu'il soutient leurs voisins qui luttent pour ce traité et là, ou est-ce qu'il soutient la politique nucléaire de la France au sein du Forum? Et donc, il y a beaucoup de dossiers comme ça où les pays insulaires cherchent le chemin à eux et pas le chemin dirigé soit par l'Australie, soit par les États-Unis, soit par la France. Et nous avons parlé de New Pacific Diplomacy dans ce colloque, politique diplomatique gérée par les pays insulaires et pas par leurs voisins plus puissants. Et donc c'est important pour la Calédonie, en discutant le futur de ce pays, soit pays associé, soit pays indépendant, les relations avec les voisins sur les dossiers importants pour les insulaires. Donc, le réchauffement climatique, pauvreté, la terre, et d'autres questions comme ça. Merci. Merci. Je vous propose qu'on prenne encore peut-être 1 ou 2 questions avant de clôturer la séance. Non, je voudrais poser un peu la même question que j'ai posée hier, d'ailleurs mal posée parce que ce n'était pas clair. Donc, le Maastricht de 1992 a établi qu'il existait une citoyenneté européenne. Et si vous me permettez de lire l'article du traité très bref, dit comme ça. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Donc, et on sait que ici, tous les Calédoniens sont des citoyens européens. Et la citoyenneté européenne, c'est quelque chose de très spécifique. Moi-même, par exemple, moi je suis double national. J'ai eu un problème en Italie. Je n'étais pas satisfait d'une sentence du tribunal à Naples. J'ai fait recours à la Cour européenne. C'est vrai que je n'ai pas gagné, mais quand même, c'était confortant de savoir que je pouvais porter plainte contre l'État quand je me sens lésé. Mais je vois que c'est un peu un dossier qui n'émerge jamais. Voir aussi, par exemple, les élections européennes ici, il y a eu 20% de participation. Donc ça veut dire que même les loyalistes ne sont pas très européistes. Donc la question que je pose, peut-être au professeur ou qui veut répondre, dans le cas où il y aura le oui partagé, qu'est-ce qui va arriver de cette citoyenneté européenne? Est-ce que ça existera encore? Est-ce que l'Europe devient quelque chose qui n'a plus d'importance ici en Nouvelle-Calédonie? C'est ça mon problème. L'Europe n'est pas présente, même si ici on est dans un pays où tous les citoyens ont la citoyenneté européenne. Bon, je vais vous répondre, d'autant que vous avez posé la question hier et que personne n'a répondu. Je vais vous raconter une anecdote qui est assez drôle. On était un peu avant le dimanche des européennes
Et NC Première m'appelle en disant « il faut faire absolument une interview parce que on n'a personne ». Alors je lui dis « mais c'est Géraldine Giraudot, ma collègue en droit public, qui devrait venir ». Puis elle était prise ailleurs, etc. Donc il commençait à être angoissé. Donc j'y vais, je me déplace, je leur fais une interview et je leur réponds sur la question de l'Europe. Je leur dis, bon, déjà, la Nouvelle-Calédonie n'est pas un territoire européen, il est juste associé. Ensuite, le sentiment d'appartenance est extrêmement faible. Je dis, si on arrive à 20% de participation, ça sera une performance. Et je dis, je mets 5% aux îles, 6% sur la côte Est. Et d'ailleurs, les Kanaks considèrent les européennes comme l'élection des Européens. Et donc, ils ne se sentent absolument pas concernés. Je veux dire, les références ethniques sont extrêmement fortes. Donc, les élections européennes, c'est les élections des Européens. Donc, très bien. Et il m'explique, enfin, il me pose une question après, et l'argent. Qu'est-ce qui arrivera? Je dis, l'Europe, elle est neutre sur la question de la souveraineté du pays. C'est-à-dire que l'argent qu'on a actuellement, essentiellement pour de la formation continue par l'Union européenne, on l'aura exactement au même titre, avec les mêmes montants, en tant que pays ACP, c'est-à-dire pays indépendant, uni par association de l'Union européenne. Donc, je veux dire, c'est un faux problème, l'argent de la France. Et alors, à ma grande surprise, alors qu'il y avait évidemment une très grande urgence, l'interview évidemment a été annulée, je ne suis pas passé. Et le lendemain, il y a eu un reportage. Quelle chance on a d'être un PTOM français pour recevoir tout cet argent de la France. Bon, ça en dit long quand même sur les médias. Et par contre, ça vous a répondu à votre question. C'est-à-dire que indépendamment, je veux dire, de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, rien ne change. C'est-à-dire absolument rien ne change. Il faudrait régler la situation, évidemment, des nationaux européens, mais je veux dire, dans une indépendance où tout se passe bien, personne n'a intérêt à faire partir les gens. Donc, moi, je crois que c'est un faux problème, qu'il faut cesser de s'angoisser pour ça, et l'argent non plus ne va pas disparaître. On va changer de case. Au lieu d'être un PTOM associé à la France, je veux dire, on va devenir un pays du Pacifique, signant une convention d'association avec l'Union européenne, et on aura le même argent dans une case différente, sans aucune difficulté. Voilà ma réponse. Prendre une toute dernière question, rapidement. Oui, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être rapide, mais d'abord, messieurs et mesdames les conférenciers, respect à vous, humilité, et au public également. Et monsieur, je voudrais vous remercier d'avoir bien précisé tout à l'heure en disant que, voilà, 1853, avant, on relève tous de l'ordre de la coutume. Moi, je fais partie de ces gens-là. Mais après 1853, tous ceux qui sont arrivés relèvent de l'ordre républicain. Vous faites une intervention politique. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez éclairé des lanternes à nous qui ne sont pas, on va dire, des gens qui connaissent bien. Là, regardez, vous avez parlé des plein de souveraineté, là. Souveraineté, comment vous dites, internationale légale, souveraineté populaire, mais la souveraineté autochtone, la souveraineté ilienne, c'est des nouveaux concepts et qui s'appliquent maintenant. Alors la question, elle est très simple, est-ce que l'accord de Nouméa, est-ce que ce n'est pas le laboratoire expérimental, justement, pour... voilà, je vais employer l'autre ordre de la foi chrétienne, pour exorciser ce vieux démon du colonialisme qui n'a pas été... Parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une décolonisation des pays non autonomes qui ont été, on va dire, décolonisés. Et le bel exemple, c'est les anglo-saxons. Mais au niveau de la France, non. Donc, est-ce que c'est un laboratoire expérimental pour, on va dire, enfin... et qui va servir aussi à nos amis parce qu'ils sont intéressés s'il va réussir ou non. Est-ce qu'il y aura une réussite, une décolonisation réussite, telle que l'entend ce nouveau concept? Parce que hier, M. Pence, excusez-moi, madame, je sais qu'ils ont pendant 2 jours, mais je vais terminer simplement. M. Macron aussi
à restituer l'acte de prise de possession de 1853. Merci et désolé, hein, désolé d'être... Voilà, parce que le truc est intéressant et nous allons voter aussi ou pas voter. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre remarque. Oui, effectivement, l'accord de Nouméa, c'est un processus de décolonisation qui se veut original. On a voulu effectivement explorer une nouvelle voie. Alors, effectivement, dans mon exposé, je n'ai pas pu aller dans le détail de tout ce qu'il y a dans l'article. Hein. Justement, on explique bien dans l'article que les modalités de décolonisation qui sont envisagées par la communauté internationale, elles ont quand même significativement évolué depuis les toutes premières vagues d'indépendance. Hein, au début, on avait vraiment cette idée que l'indépendance, ça doit mener automatiquement... que la décolonisation, doit mener automatiquement à l'indépendance. Et puis c'est vrai qu'après, on a des résolutions 1514, 1541 des Nations Unies qui ont ouvert la voie à d'autres alternatives que l'indépendance pure et simple. Après, est-ce que ça va amener à un processus de décolonisation réussi ? Ça, l'avenir nous le dira. Hein. Il y a encore 2 référendums qui doivent se tenir. Toutefois, c'est pour ça que dans la communication, à un moment donné, j'émettais l'idée que le peuple autochtone soit privé définitivement de l'option séparatiste, parce que, pour en avoir un peu discuté, effectivement, il nous semble que ça va être extrêmement difficile quand même de renverser le rapport de force. Voilà. J'ajoute un mot en vous remerciant de votre intervention, sous forme de plaisanterie. Des décolonisations loupées, je veux dire, on en a plein. La France est la spécialiste des échecs des décolonisations. S'il doit y avoir une réussite et un laboratoire, c'est la Nouvelle-Calédonie. Ça serait la première décolonisation consensuelle réussie. Donc, je veux dire, le mot laboratoire, il existe. Et d'ailleurs, il ne faut pas penser qu'à la Nouvelle-Calédonie, il faut penser aussi à la Polynésie française, où va se poser nécessairement un jour la question d'un référendum d'autodétermination. Donc, en ça, nous sommes un laboratoire de la réussite ou d'un futur échec français. Et bientôt, on saura. On saura dans 3 ans si Jean-Marie Tjibaou, finalement, a eu raison de se lancer dans un processus de 30 ans en serrant la main de Jacques Lafleur. Je veux dire, voilà, l'histoire n'est pas écrite, c'est nous qui l'écrivons. Et donc, c'est à chacun de nous, je veux dire, d'être responsable vis-à-vis des générations passées, vis-à-vis des générations futures, de l'avenir qu'on veut pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est des enjeux, quand même, qui méritent autre chose que des invectives. Voilà mon petit message de fin pour moi. Je vous remercie. De ma part, je pense que l'expériment a commencé il y a longtemps. La décolonisation des colonies ici en Océanie a commencé il y a longtemps. Il y a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de pays avoisinants qui gèrent leurs affaires, même qu'ils ont besoin de soutien et technique, financement de l'outre-mer. Ils gèrent leur pays. Donc c'est possible. L'année prochaine, c'est le 40e anniversaire de Vanuatu, qui a subi le pandémonium. Pas seulement les Français, mais aussi les Anglais. Et moi, je suis anglo-celte, pas anglo-saxon, merci. Mais ma famille est d'origine écossaise. Et nous attendons que le Vieux-Calédonie sera indépendant avant la Nouvelle-Calédonie. Okay? Donc c'est un débat partout. Ce débat continue. Et je pense que c'est nécessaire que, oui, à Paris, peut-être que la Nouvelle-Calédonie gagnera. Mais je pense que Boris Johnson créer des situations. Peut-être la Vieux-Calédonie gagnera le pari. Donc, non, franchement, il y a un débat mondial. Et pourquoi, dans le XXIe siècle, nous parlons encore de colonialisme? Ça, c'est mon intervention. Pourquoi nous continuons, dans le XXIe siècle, d'avoir ce débat? Merci.